aux relations de sentiments avec d'autres personnes. Le narcissique, se contentant plutôt de lui-même, cherchera ses satisfactions essentielles dans ses phénomènes psychiques internes. L'homme d'action restera attaché au monde extérieur sur lequel il peut mettre sa force à l'épreuve. C'est une des raisons pour lesquelles il n'existe pas de recette du bonheur valable pour tous. Toute réflexion philosophique sur le bonheur serait-elle donc vaine? Je n'en crois rien. Si intéressant à souligner et à comprendre soit-il, les caractères insaisissables, relatifs et subjectifs du bonheur n'épuisent pas la question. Il est aussi des lois de la vie et du fonctionnement de l'humain qui l'impactent fortement et que l'on peut appréhender tant par la réflexion philosophique classique que par des approches scientifiques, psychologie, sociologie, biologie, sciences cognitives. Et si le philosophe du XXIe siècle a quelque chose à dire de nouveau sur le sujet par rapport aux grands penseurs du passé, c'est sans doute précisément en nourrissant sa réflexion des apports de la science contemporaine. C'est aussi en croisant les savoirs, même les plus anciens, puisque nous avons aujourd'hui la chance de bien connaître la pensée des sages de toutes les grandes cultures du monde. Pythagore, le Bouddha et Confucius auraient certes pu dialoguer ensemble, puisqu'ils étaient probablement contemporains. Mais les barrières géographiques et linguistiques rendaient pareille rencontre improbable. Elle peut avoir lieu de nos jours, par la confrontation de ceux de leurs textes qui sont passés à la postérité. Ne nous en privons pas. Parce que les anciens étaient convaincus du caractère aléatoire et en définitive foncièrement injuste du bonheur, les diverses étymologies du mot renvoient presque toujours à une notion de chance ou de destin favorable. En grec, eudaimonia peut s'entendre comme avoir un bon daimon. On dirait aujourd'hui avoir un ange gardien ou être né sous une bonne étoile. En français, bonheur vient du latin bonum augurium, bon augure ou bonne fortune. En anglais, happiness est issu de la racine islandaise hap, chance. Et il y a bien une part importante de chance dans le fait d'être heureux. Ne serait-ce que parce que le bonheur tient beaucoup, nous le verrons, à notre sensibilité, à notre héritage biologique, au milieu familial et social dans lequel nous sommes nés et avons grandi, à l'environnement dans lequel nous évoluons, aux rencontres qui jalonnent nos vies. S'il en est ainsi, si nous sommes enclins par notre nature ou le destin à être heureux ou malheureux, une réflexion sur le bonheur peut-elle nous aider à être plus heureux? Je le crois. L'expérience, confirmée par de nombreuses enquêtes scientifiques, montre que nous portons aussi une certaine responsabilité dans le fait d'être heureux ou de ne pas l'être. Le bonheur à la fois nous échappe et dépend de nous. Nous sommes conditionnés, mais pas déterminés à être plus ou moins heureux. Nous avons donc la faculté, notamment par l'usage de notre raison et de notre volonté, d'accroître notre capacité d'être heureux, sans pour autant que le succès de cette quête nous soit garanti. Parce qu'ils étaient aussi habités par cette conviction, de nombreux philosophes ont rédigé des livres dits d'éthique, consacrés à ce qui peut nous conduire à mener la vie la meilleure et la plus heureuse possible. N'est-ce pas d'ailleurs la principale raison d'être de la philosophie? Comme le rappelle Épicure, sage athénien qui vécut peu de temps après Aristote, la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Cette quête d'une vie bonne ou heureuse est ce qu'on appelle la sagesse. C'est pourquoi le mot philosophie signifie étymologiquement amour de la sagesse. La philosophie nous apprend à penser bien pour essayer de vivre mieux. Mais en ce domaine, elle ne se résume pas à la pensée. Elle a aussi une face pratique et peut, à la manière des anciens, s'incarner dans des exercices psychospirituels. L'université forme des spécialistes quand la philosophie antique entendait former des hommes. Comme l'a montré Pierre Hadot à travers l'ensemble de son œuvre, la vraie philosophie est donc, dans l'Antiquité, exercice spirituel. La plupart des œuvres des philosophes grecs et romains émanent d'une école philosophique, au sens le plus concret du mot, dans lequel un maître forme des disciples et s'efforce de les mener à la transformation et à la réalisation de soi. C'est donc un voyage philosophique, entendu en ce sens élargi, que j'aimerais proposer au lecteur. Ce parcours n'a rien de linéaire,
ne suit pas l'ordre chronologique d'apparition des auteurs ou des merveilles. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.